Bonsoir. 3 semaines de protestation au Venezuela contre l'insécurité, contre la corruption, contre la pénurie. L'héritier de Chavez, disparu l'an dernier, doit faire face à des manifestations qui ont déjà fait une quinzaine de morts dans un pays qui dispose des plus grandes réserves pétrolières mondiales. Alors, Nicolás Maduro, c'est le président, organise aujourd'hui une conférence pour la paix pour tenter d'apaiser la situation. Mais justement, est-ce que ça va suffire dans un pays à l'économie administrée, qui importe de plus en plus, qui produit de moins en moins? Comment survivre à 15 ans de chavisme? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Tout savoir sur le Venezuela dans les décodeurs de l'écho de BFM Business. Et si vous avez des questions, des remarques, allez-y comme tous les soirs. Ça sera peut-être moins passionné qu'hier soir quand on a parlé du pacte de responsabilité. Le compte Twitter des décodeurs de l'écho, l'adresse mail également, les décodeurs de l'écho @bfmbusiness.fr. Alors trois grands rendez-vous d'ici 20h30. On vous dira à quoi ressemble ce pays qui sombre économiquement, qui sont les opposants qui manifestent, qui dirige ce pays, qui dirige le Venezuela, président sans envergure, un peu sans charisme, qui a succédé l'an dernier à Hugo Chavez. Alors justement, Chavez, 15 ans de règne, qu'a-t-il laissé? Du passif, beaucoup, une économie en lambeaux, subventions, prix élevés, une inflation presque à 60%. Et pourtant, eh bien, vous le verrez, le Venezuela est assis sur un trésor. Un trésor, ce sont les plus grandes réserves pétrolières au monde, devant l'Arabie Saoudite. Nos décodeurs de l'écho ce soir, il y a Adeline Joffre, elle est spécialiste du Venezuela à Paris 3. Avec nous également Philippe Chalmin, spécialiste des matières premières, professeur à l'Université de Paris-Dauphine, auteur du rapport Cyclope, rapport annuel. Philippe Moreau-Desfar, chercheur à l'IFRI, auteur de l'Histoire de l'Europe pour les nuls. Et puis Alfredo Valadao, professeur à Sciences Po Paris, responsable de la chaire Mercosur. Tout à l'heure, notre décodeur de 20h, Philippe Ferreira, responsable de la recherche chez Lixor Asset Management, spécialiste des pays émergents. Alors, certains, peut-être, vont tenter de faire le parallèle avec l'Ukraine. Bon, alors on verra si tout ça est pertinent, attention, bien entendu. Bon, le Venezuela dans la crise. Que se passe-t-il depuis 3 semaines? On fait le point tout de suite avec Jean-Baptiste Huet. D'abord, ce sont des milliers d'étudiants qui sont descendus dans les rues, en province, puis petit à petit dans tout le pays. Ils ont été rejoints rapidement par des militants de l'opposition. Les raisons de la colère, la politique économique menée depuis des années et l'insécurité. Le pays est confronté à une pénurie de denrées de première nécessité. Au mois de mai dernier, par exemple, scène surréaliste, la ruée sur le papier toilette. Le pouvoir d'achat s'effondre, l'inflation avoisine les 60%. Quant à l'insécurité, on dépasse les 25 000 homicides par an contre 5 000 en 98. Après 3 semaines de manifestations, 14 morts et 140 blessés, la situation semble aujourd'hui s'apaiser. Pour tenter de calmer le jeu, le président Nicolás Maduro propose une conférence pour la paix. Un objectif, tenter de renouer le dialogue. Jusqu'à présent, nous avons eu l'intolérance et la haine. Le Venezuela ne veut plus de cette haine et ne veut plus de ces manifestations. Le Venezuela veut la paix, la tolérance, l'amour et le vivre ensemble. Enrique Capriles incarne l'opposition au Venezuela. D'ailleurs, il y a 11 mois, lors de l'élection présidentielle, il s'en est fallu d'un cheveu pour qu'il accède au pouvoir et succède à Hugo Chavez. Il a, dès hier, refusé tout compromis avec le nouveau président. Je ne vais pas aller à une réunion pour aider Maduro à garder la face. Je ne suis pas comme l'orchestre du Titanic. Je ne suis pas le musicien. Le bateau est en train de couler et moi, je jouerai de la musique? Non, monsieur Nicolas, vous ne m'utiliserez pas. La situation peut paraître paradoxale, car dans ce pays de plus de 30 millions d'habitants, on trouve plus de pétrole qu'en Arabie Saoudite. Mais voilà, le principal client, les États-Unis, et ils en achètent aujourd'hui beaucoup moins. Ensuite, l'essentiel de la production est absorbé par les Vénézuéliens eux-mêmes. Ça ne rapporte pas grand-chose. Par exemple, un plein de 50 litres, c'est moins d'1 euro.
Enfin, la position même de Nicolás Maduro semble pour bon nombre d'observateurs fragile. Son gouvernement est pléthorique, on dénombre une centaine de ministres et vice-ministres, et beaucoup ne voient pas en lui l'animal politique qu'était Hugo Chavez. D'ailleurs, symbole, les 2 filles d'Hugo Chavez habitent toujours dans le palais présidentiel et empêchent Nicolás Maduro de s'y installer. Voilà, explication donc signée Jean-Baptiste Huet pour les décodeurs de l'écho sur BFM Business. Adeline Joff, spécialiste du Venezuela à Paris 3, un pays de 30 millions d'habitants. On a vu ces images, pénurie de papier toilette. C'est ça un petit peu qui a déclenché, entre autres, donc ces manifestations. Alors ça, c'est une partie du problème. Ces pénuries, on les trouvait notamment en 2007, déjà, les pénuries de papier toilette, donc ce n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, on trouve des pénuries d'une ampleur inégalée depuis 1999. Donc c'est surtout ça qui exacerbe les tensions et l'exaspération finalement des Vénézuéliens dans leur vie quotidienne. Tous les produits de base manquent, mais aussi de l'électroménager, les téléphones portables, les voitures. Ça aussi, c'est pas un problème nouveau, c'est assez récurrent dans l'économie vénézuélienne. Donc ceci, plus les revendications politiques et surtout l'insécurité qui est revenue vraiment sur le devant de la scène en janvier avec l'assassinat d'une ancienne Miss Venezuela, la Miss 2004, a fait que la protestation vraiment a pris de l'ampleur. Et ce qui est nouveau aussi, donc ce n'est pas vraiment le mouvement étudiant qui s'est structuré aussi depuis ces années 2005. En 2007, il y a eu une énorme vague de protestations de la part des étudiants suite à l'annonce de Chavez de la modification, de sa volonté de modifier la Constitution. Donc vraiment, on retrouve ces étudiants avec les mêmes symboles d'ailleurs, les mains blanches qu'on voit défiler dans les rues. Donc on est face aussi à un mouvement relativement structuré de ces étudiants depuis quelques années. Ils sont aujourd'hui rejoints par l'opposition qui voit le moyen de revenir elle aussi sur la scène politique, mais l'opposition connaît aussi des dissensions et on l'a bien vu avec justement ces manifestations. On a les 2 visages de l'opposition qui se sont clairement montrés. D'un côté, la Mesa de Unidad Democrática, donc la table de l'unité démocratique avec Capriles. Voilà, qui avait été battue d'un cheveu l'an dernier au scrutin présidentiel à la mort de Chavez. Voilà, et qui s'était représenté sous la même étiquette de la MOUD en avril 2013 contre Maduro. Donc ça, pour le côté, disons, moins radical. Et le côté radical, justement, de cette opposition avec 2 figures de tête, disons, Leopoldo López et María Corina Machado. Leopoldo López qui a été donc incarcéré justement, il vient de Harvard. On reviendra justement sur la scène politique, mais c'est vrai, Alfredo Valadao, ce qu'a très bien expliqué Adeline Joffre il y a un instant, pays qui subit des pénuries. Alors bon, le symbole c'est ce papier toilette, mais le lait, l'huile, les coupures d'électricité, voilà. Pays touché par l'insécurité aussi. Ça, c'est très important. L'un des plus forts taux de criminalité au monde, d'homicide. À la fin des années 90, 5000 meurtres par an. On en est à 25 000 aujourd'hui. Et ça, c'est l'un des héritages aussi de Chavez ? Absolument. Chavez a très peu travaillé la question de la sécurité. Au contraire, Chavez a même réussi à distribuer des armes à des sortes de milices qu'il a créées parallèles à l'armée. Alors je ne dis pas que ce sont les milices qui font l'insécurité, mais c'est vrai qu'on a accusé un certain nombre de ces milices dans les morts qu'il y a eu dans les manifestations, par exemple. C'est ça. Mais surtout, il y a... des groupes paramilitaires, un petit peu... On reparlera de l'Ukraine tout à l'heure, un petit peu comme on a vu en Ukraine aussi. Non, pas tout à fait. C'est plutôt comme on les voit un peu à Cuba. Les CDR cubains. D'ailleurs, c'est ça qui est important dans cette affaire, c'est que Maduro, à la différence de Chavez, il ne tient que par l'appui que lui donnent les Cubains. Et dans ce cadre-là, ce sera difficile d'ailleurs qu'il tombe, puisque pour l'instant, Cuba est extrêmement présente. Toujours extrêmement présente, y compris depuis la mort de Chavez. De plus en plus, puisque Maduro était considéré un homme de Cuba. C'est les Cubains qui ont fait tout l'effort pour le mettre au pouvoir. Et aujourd'hui,
la sécurité cubaine, les services de renseignement cubains contrôlent une bonne partie des renseignements vénézuéliens, à tel point qu'une partie de l'armée vénézuélienne n'aime pas du tout ça. Pour vous donner simplement une idée, ce sont les Cubains qui contrôlent les services d'identification des citoyens, c'est-à-dire les permis de séjour, les cartes d'identité, etc. Donc c'est vraiment une présence très très forte, et pour cause, Cuba aujourd'hui n'existe et ne survit que grâce au pétrole vénézuélien qui leur est donné à des prix très inférieurs au prix du marché, et qui permet aussi aux Cubains de vendre une partie de ce pétrole sur le marché mondial pour se faire des devises. Donc... Bien sûr, et c'était pas innocent que la grande manifestation de samedi qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes à Caracas soit passée, et même se soit arrêtée à un moment devant l'ambassade de Cuba pour protester contre la présence de ces conseillers qu'on voit donc dans la police, les forces de sécurité, l'administration générale, l'enseignement aussi, Adeline Joffre. L'administration et l'industrie aussi. Il y a eu une forte protestation aussi il y a quelques années. Justement, vous parliez des coupures d'électricité où Hugo Chavez avait demandé de l'aide justement aux ingénieurs cubains. Ça avait fait couler beaucoup d'encre justement, puisque on estimait, ou l'opposition estimait qu'au Venezuela finalement il y avait suffisamment d'ingénieurs pour s'occuper de ce genre de problème. Mais c'est surtout les militaires qui en font cas et qui sont dérangés par cette présence cubaine, et notamment les hauts gradés finalement. Oui, Philippe Moreau-Desfarges, Cuba qui continue de maintenir une certaine toute petite influence donc du régime castriste. Oui. Cuba, si vous voulez, a toujours eu une politique un peu révolutionnaire. Et c'est vrai que Cuba avait perdu beaucoup de points d'appui en Amérique latine. Donc le Venezuela de Chavez était une occasion pour Cuba de rebondir et d'avoir un point d'appui dans, disons, le projet révolutionnaire cubain, dans la mesure où il y a encore un projet révolutionnaire cubain. Oui, alors il y a projet révolutionnaire cubain et puis donc l'héritage de Chavez. Chavez, 1999-2013, il est mort l'an dernier. Il avait inventé le socialisme du 21e siècle. C'était quoi, Alfredo Valadao? C'est assez fumeux, le socialisme du XXe siècle. Ça se base un peu sur une espèce de célébration du libertador du XIXe siècle, Simon Bolivar. Et c'est beaucoup de rhétorique anti-américaine et cette idée qu'on prend les richesses qui existent dans le pays et on les distribue, et on fait du social avec des richesses. En gros, c'est ça. Un refus du libre-échange tel qu'on le connaît, et surtout ce qu'il pensait être des échanges de peuple à peuple. Voilà. Alors, cette idée a pu prospérer dans un certain nombre de pays très pauvres en Amérique latine, comme l'Équateur ou la Bolivie. Mais aussi bien en Équateur qu'en Bolivie, on n'a pas du tout appliqué les recettes de Chavez. Et toute l'idéologie de Chavez se basait sur cette espèce d'immense PDVSA, comme vous avez dit. C'est la grande compagnie pétrolière, on va en parler. Alors, il y a quand même une chose... Philippe Moreau-Desfarges et Philippe Chalmin. Il y a quand même une chose qu'il faut dire, qui définit peut-être pas le socialisme de Chavez, mais Chavez a quand même respecté la légalité. Il faut quand même reconnaître que Chavez s'est soumis, même en les manipulant au rythme des élections. Lorsque sa réforme constitutionnelle a été refusée, il l'a acceptée. Donc, je dirais, le socialisme à la Chavez, c'est quand même l'acceptation d'une certaine règle démocratique. Bon, oui, enfin, règle démocratique. Dans une certaine mesure. Sous certaines conditions, voilà. Adeline Joffre, et ensuite Philippe Chalmin. Oui, en effet, la réforme constitutionnelle, c'était le premier gros revers du chavisme, et finalement, quelques mois après, en février, Chavez avait trouvé une petite astuce pour détourner justement ce référendum, puisque ça avait été refusé par référendum. Et je voulais juste ajouter par rapport au socialisme du XXIe siècle, idéologiquement, c'est vrai que c'est un peu le flou. Il y a eu de grands débats d'ailleurs sur la nature de ce socialisme du XXIe siècle. Ça a surtout permis à la révolution bolivarienne d'enclencher une nouvelle phase qui est plus radicale. Donc on est vraiment au moment en 2005-2006 où on entre dans la deuxième phase de la révolution avec des discours mais aussi des mesures beaucoup plus radicales du régime. Alors, le modèle est très cubain. Le modèle reste quand même le modèle cubain. Cubain, d'accord, oui. Pendant combien de temps encore, je sais pas. Philippe Chalmin, professeur à Paris Dauphine.
Oui, alors moi, au-delà de Chavez, pour moi, le Venezuela, c'est un des malheureusement nombreux exemples dans le monde de ce que j'appelle la malédiction des matières premières. C'est-à-dire que vous pouvez penser naïvement qu'un pays doté de ressources naturelles et notamment d'un truc finalement facile à exploiter qui est le pétrole devrait être un pays qui rattraperait rapidement, qui deviendrait un pays émergent, etc. Or, la preuve, c'est que ça n'est pratiquement jamais le cas. Pour un ou deux exemples de pays qui ont su gérer la rente des matières premières, la Norvège ou en Amérique latine le Chili, qui a admirablement géré la rente du cuivre, que d'échecs, qu'il s'agisse du Nigeria, qu'il s'agisse de pratiquement tous les pays du Moyen-Orient et qu'il s'agisse du Venezuela. Car finalement, la malédiction des matières premières, pour moi, elle est largement antérieure à Chavez. Et finalement, lorsque Chavez arrive au pouvoir, on se dit, ben, voilà un jeune militaire, il a compris, il a vu que le pays était totalement corrompu, pourri par cette rente des matières premières. Franchement, sous la coupe de l'impérialisme américain, utilisons la même rhétorique, pourquoi pas. Donc, il va changer les choses. Et le drame, c'est que les vapeurs du pétrole lui sont largement montées à la tête et que, tout en gardant finalement, effectivement, quelques semblants de démocratie, il a complètement fait évoluer son régime et aujourd'hui, le Venezuela ne vit que par ce pétrole. Il faut quand même se rendre compte que le pétrole représente aujourd'hui 94% des recettes à l'exportation du Venezuela, 50% des recettes budgétaires et le tiers du PIB. Le Venezuela ne vit que sur le pétrole et le pétrole, en plus, a corrompu. Parce que c'est de l'argent facile, donc il a corrompu les âmes, les cœurs, les hommes, et on sait bien, on n'en a pas dit, mais je pense que vous me confirmerez, que la corruption à l'intérieur de l'appareil d'État est tout à fait considérable. Donc il y a une sorte de malédiction presque inexorable d'un pays qui aurait finalement toutes les chances de s'en sortir, qui a effectivement les réserves de pétrole les plus, vous l'avez dit, les plus importantes au monde. Alors, pas d'un pétrole facile à exploiter. Alors, on y reviendra. C'est un pétrole lourd qui n'est pas évident à exploiter, mais il n'en reste pas moins. Ils sont assis sur un énorme baril de pétrole. Et malheureusement, les injustices, la pauvreté, les inégalités, le mal de vivre ne cesse d'augmenter. Résultat, et on y reviendra dans un instant, une économie minée, une économie en lambeaux, donc épuisée par 15 ans de chavisme et la suite, donc depuis un an, et du coup ces manifestations, conférence pour la paix, aujourd'hui organisée par le président Maduro. On y revient donc, Venezuela, comment survivre à 15 ans de chavisme? C'est la question qu'on vous pose ce soir au décodeur de l'écho sur BFM Business, à tout de suite.